Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous sur le panel. D'abord, je tiens à saluer tous ceux qui ont voulu que j'apporte ma modeste contribution au débat. Monsieur le ministre Dianotin, le russe, l'intrépide Makeda qui est descendu, j'espère elle est toujours en bas. Monsieur Jules Diossou de Biafrica, bonsoir. Son Excellence Abib Arandessi, je n'ai jamais eu l'honneur le privilège de le croiser sur un panel. Je lui dis bonsoir. Vidianaï, je ne l'ai pas encore vu, mais j'espère qu'il est là, il n'est pas loin. Geoffroy Kiatanga et tous les autres, je m'incline. Comme on le dit en Fongbe, une langue de chez moi, je dis simplement un Kanhuibio. Je n'oublie pas Georgia dans les commentaires. Je suis honoré de participer à cette discussion aujourd'hui sur un thème aussi fondamental que celui du leadership de la jeunesse dans la gouvernance. Et je vous propose déjà, mis à part tout ce que nous avons entendu jusque-là, qu'on commence par une question qui dérange, mais qui est essentielle. Peut-on vraiment parler de gouvernance sans parler d'abord de souveraineté? Je vais commencer par dire que depuis les indépendances, les pays africains ont obtenu leur liberté juridique, des pays africains qui, et surtout francophones, qui ont reçu juste un drapeau, un hymne national, mais cette souveraineté, dans les faits, est restée largement incomplète. Déjà, dans l'économie, nos ressources sont souvent exploitées par des multinationales étrangères, même si dans des pays comme le mien, c'est-à-dire le Bénin, c'est pas trop visible comme dans les pays de l'AES aujourd'hui où, comme on appelle, c'est l'or, c'est le pétrole, c'est l'uranium, cela est beaucoup plus visible. Donc, dans nos pays aujourd'hui, nos présidents préfèrent à la limite esclavagiser leur population en encourageant, par exemple, des produits qui détruisent le sol et qui ne profitent qu'aux autres. Je parle par exemple de mon pays où je fais référence à la production de coton, qui en réalité ne profite qu'aux autres au détriment des produits de première nécessité dont le peuple a pourtant besoin pour que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire qui est une condition sine qua non pour penser à un développement réel. Parce que je ne sais pas ce qu'on peut espérer d'une jeunesse qui a faim, parce que comme on le dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc voilà, on ne peut pas compter sur un peuple qui a faim pour penser au développement de son pays. Dans la politique, nos choix sont encore trop influencés par les puissances extérieures, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Nous avons par exemple des conditionnalités économiques et diplomatiques. Je vais toujours faire référence à mon pays, le Bénin, parce que je n'ai que ça et c'est lui que je maîtrise un peu mieux. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des problèmes avec, par exemple, les pays frontaliers, pas forcément parce que c'est ce que le peuple veut, mais parce que ceux qui dictent la loi, ceux qui nous imposent la conduite à tenir sont à l'extérieur. Et dans l'imaginaire collectif, nous continuons parfois à valoriser ce qui vient d'ailleurs au détriment de ce que nous sommes. Je sais que, bon, vous ne parlez pas culture, malheureusement, et je n'ai pas suivi les débats depuis le début. Je crois que vous avez commencé depuis le 20. Vous avez parlé de la culture et tout le reste. Donc voilà, dans notre imaginaire collectif, nous continuons parfois à valoriser ce qui vient d'ailleurs. On pense que bon, c'est parce que ça vient d'ailleurs, c'est forcément l'idéal, c'est forcément meilleur. Et de grâce, il ne faut pas compter sur un chef d'État qui a des actions en Occident, qui a des biens, des maisons, en fait, qui a ses patrimoines à l'extérieur. Ne comptez pas sur un chef d'État comme ça pour parler de souveraineté, parce que il pense aussi à ses biens, il pense à la sécurité ou à la sécurisation de ce qu'il a chez les autres. Donc, du coup, même s'il a la volonté, comme l'a dit quelqu'un chez nous, pour ne pas appeler son nom, je pense d'abord à moi avant de penser aux autres. Alors, s'il pense d'abord à lui avant de penser aux autres, donc ne vous attendez pas, ne soyez pas surpris qu'il défende plutôt les intérêts de ceux qui sécurisent son patrimoine. Donc, bon,
le plus souvent, ils sont sujets à des gens qui les mènent par le bout du nez. Malheureusement, lorsque vous décidez vous lever contre l'impérialisme chez vous, ce dernier vous impose des phénomènes comme je ne vais pas appeler le mot ici parce que nous sommes sur TikTok, le phénomène des terreaux et puis voilà, parfois même vous voyez vos voisins qui vous disent est-ce que vous avez déjà réussi à vaincre ce phénomène alors que nous sommes tous conscients que les armes que ces gens-là utilisent viennent de ceux-là qui ne veulent pas vraiment que nous soyons souverains. Donc, aujourd'hui, dans mon pays, le Bénin, les prisons sont remplies, par exemple, de cette jeunesse sur laquelle nous devons compter normalement. Cette jeunesse qui, à un moment donné, a décidé de se prononcer. Et là, on le martyrise au point de le briser moralement et de décourager toute initiative que cette jeunesse pourrait initier, d'accord, pour sa libération. On lui montre que voilà, tu vois ce qu'on a fait à l'autre. Si jamais tu ne te tais pas, si tu ne te ranges pas, voilà, comment on appelle, c'est le même sort qui t'attend. Dans ce cas, comment peut-on compter sur cette jeunesse-là pour réfléchir au développement de sa nation? Et malheureusement, le constat, c'est que la victime finit par tomber amoureux de son bourreau. D'accord? Parce que tellement elle a été, elle a été martyrisée que elle finit par se dire, bon, ok, c'est peut-être, comment on appelle, ma destinée, c'est peut-être ce que Dieu a réservé pour moi. Parce que voilà, parfois aussi, nous ne réfléchissons pas quand il s'agit de la foi et des croyances et tout ça. On se dit, bon, c'est peut-être Dieu qui l'a voulu comme ça, alors que sa volonté soit faite. Alors que tel n'est pas le cas. C'est juste la méchanceté de ceux que nous avons en face. Donc, ne soyez pas choqués de voir des jeunes qui sont invités à la présidence passer leur temps à applaudir le président, même quand celui-ci disait des mensonges grossiers, les gens applaudissaient. Les gens applaudissaient parce que, bon, pour eux, c'était tout un honneur d'être à la présidente, mais en face de celui qui les influence, parce que le paraître aujourd'hui, le paraître a pris le dessus sur l'être. Les valeurs ne sont plus dans les comportements, dans les actions, mais plutôt dans ce que l'autre peut offrir. D'accord? Déjà, on voit quelqu'un devant vous, vous regardez ses chaussures, certainement ses chaussures coûtent cher, voilà, ses habits qu'il a portés, ça coûte cher, et tout de suite, vous commencez par valoriser quelqu'un comme ça, et non ce qui sort de lui. Alors, c'est pourquoi je parle souvent de la valorisation du paraître au lieu de l'être. Donc, quand que ces jeunes-là passent le temps à applaudir, moi, cela ne m'étonne pas, parce que même sur les réseaux, vous pouvez voir au lendemain de cette rencontre de mon président avec certains jeunes, j'ai vu des vidéos d'influenceurs ou ceux-là qui passent leur temps dans les commérages et qu'ils appellent eux aussi les bérets. Je les voyais s'extasier. Et certains même disaient, ah, mais écoute, j'ai pu serrer la main du président, je ne vais pas me laver les mains, je vais, comment on appelle, je vais mettre des gants et tout ça. Donc, du coup, je ne sais pas, comment peut-on compter sur des gens comme ça pour espérer, en fait, comment on appelle, un développement. Donc, aussi, il y a certaines réalités qu'il faut pas négliger. Chez moi au Bénin, parce que je suis désolé, hein, je reviens chaque fois parce que je sais que c'est un panel panafricain, mais je ne parle que de ce que je connais. Chez moi au Bénin, la vie humaine n'a vraiment plus de valeur. Parce qu'on n'a pas hésité, par exemple, ou bien bon, on n'hésite pas, c'est devenu une habitude à marcher sur des cadavres de Béninois. Tout est fait pour plaire, tant que bon, le maître là-bas dit c'est bon, ok, on le fait. Parce que je ne sais pas si des gens qui sont ici ont entendu la même chose que moi. J'ai déjà vu le président de mon pays dire voilà, le FMI est fier de nous, la Banque mondiale est fière de nous. Donc du coup, c'est à croire que bon, on ne gouverne pas pour nous. D'accord, nous, notre avis ne compte pas.
tant que la Banque mondiale peut applaudir, c'est que bon, comment on appelle, il n'y a pas de souci, c'est que le pays va bien. Donc, on voit par exemple cette jeunesse parfois s'extasier parce qu'on a arrêté un leader d'opinion, on a enfermé quelqu'un pour avoir juste prononcé une phrase. Parfois même, vous répétez exactement ce qu'une autorité a dit, mot pour mot, et vous vous retrouvez derrière les barreaux où on vous enferme à l'isolement et franchement, en tout cas. Donc, la vie humaine n'a vraiment plus de valeur chez nous et c'est le constat, c'est factuel. Mais au-delà de toutes ces dénonciations, comment peut-on avoir une nation forte lorsque soi-même, on ne croit pas en sa propre capacité ou bien en ses capacités? Et cela commence déjà par le fait de se libérer non seulement des chaînes visibles, mais aussi de celles qui sont invisibles. La dépendance économique, par exemple, la soumission culturelle et surtout l'inaction politique. D'accord? L'inaction politique. Mais nous avons besoin de cette jeunesse, est-ce qu'il faut dire malheureusement? Parce que en fait, parfois, vous regardez certains comportements, le ministre en a parlé tout à l'heure, vous défendez la cause des gens, mais ils sont les premiers à vous insulter. Parfois, on vous insulte, vous lisez certains commentaires, vous regardez derrière, vous vous demandez, attends, ou bien le combat que je mène n'est pas juste, ou bien c'est moi qui me trompe. Mais il faut peut-être entendre encore quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un venir se plaindre à vous pour vous dire, mais attends, mais ça c'est réel. Et là, vous vous demandez, mais combien on a pu donner à des gens qui voient leurs frères souffrir et lorsque vous osez en parler, ils viennent encore vous insulter. Donc, combien on a pu leur donner, c'est-à-dire pour acheter leur conscience au point où ils deviennent insensibles au malheur des autres, de leurs confrères. Alors, donc, comme je le disais, une nation ne peut être forte que lorsqu'elle croit en elle-même. Et cela commence par le fait de se libérer non seulement des chaînes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais cette jeunesse-là, cette jeunesse, je reviens toujours dessus, elle doit être au cœur de cette reconquête. Parce qu'en Afrique, la jeunesse n'est pas une minorité, comme beaucoup l'ont déjà dit tout à l'heure. Elle est la majorité. Plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Je suis tombé sur une vidéo récemment, je ne sais pas si vous l'avez vue, où Sarkozy, l'ancien président Sarkozy disait, mais écoutez, la population occidentale est en train de diminuer drastiquement, est en train de vieillir, et que demain, c'est plutôt des continents comme l'Afrique, l'Asie, qui constitueraient une puissance incontournable parce que nous avons, c'est-à-dire une population très jeune et dynamique. Mais malheureusement, regardez, au nom des prêts, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Au Parlement, on vote des lois pour autoriser, je ne sais pas si le mot est autorisé ici, et holiday, quelqu'un qui tombe enceinte peut enlever ça. Je préfère ne pas utiliser le mot parce que je ne sais pas si c'est autorisé ici. Donc, plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Et d'ici 2050, je crois qu'un jeune sur 3 dans le monde sera carrément africain. Les dirigeants sont souvent éloignés de nos réalités. Parfois même, ils se comportent comme s'ils ignoraient carrément nos réalités. Nos dirigeants, pour la plupart, se comportent comme des préfets de colons. Comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, rappelé quelqu'un tout à l'heure, l'ancien président du Bénin, feu général Mathieu Kérékou, que son âme repose en paix, disait que nous avons des cadres qui travaillent dans leur pays comme s'ils étaient des colons. Ils travaillent c'est-à-dire contre leur propre pays, comme si en fait c'est les autres qu'ils servaient contre les intérêts de leur propre pays. Donc nous avons des jeunes qui créent aujourd'hui par exemple des startups, ce qui est encourageant, des jeunes qui organisent des mouvements sociaux, d'accord, des jeunes qui s'expriment, qui malgré la torture, qui malgré les menaces, qui malgré comment on appelle la violence qu'ils voient autour d'eux, s'expriment quand même, d'accord, ils prennent leur courage à deux mains et s'expriment. Malheureusement, bon, on ne les associe pas forcément à des décisions politiques, parce qu'en réalité, ils sont vus comme les mauvais gars, ceux-là que vous suivez pour aller directement au cachot. Alors, mais nous devons comprendre quelque chose. Il faut que ça change. Le leadership ne se donne pas, il se prend. D'accord? Trop souvent, on entend que bon, les jeunes sont l'avenir. C'est souvent, même quand vous prenez les Ouattari, malgré l'âge de ce monsieur,
qui est, dans ma langue Yoruba, excusez-moi, on dit Amonorumalo, quelqu'un qui est déjà proche des 6 mètres, mais qui s'accroche désespérément, comme si dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y a pas une jeunesse dynamique, plus intelligente pour pouvoir prendre la relève. Il s'accroche, voilà, il veut un quartier mandat et tout ça, et vous allez voir dans ce tohu-bohu là, certains jeunes qui s'adonnent, c'est-à-dire qui accompagnent ces genres de mouvements. Donc, mais comme je reviens encore, et ça surtout je m'adresse à la jeunesse africaine et particulièrement celle de chez moi, ne vous endormez pas avec des discours du genre, comment on appelle, l'avenir, c'est-à-dire les jeunes sont l'avenir. Parce que c'est vrai que l'avenir appartient à la jeunesse, mais ce n'est pas suffisant de juste prononcer ça sous forme de discours, car les jeunes sont aussi le présent. Et si l'on ne prend pas part à la gouvernance aujourd'hui, l'avenir qu'on nous promet risque de ressembler exactement au passé qu'on veut dépasser. Le leadership de la jeunesse ne doit pas être symbolique, il doit être structurel. Il ne s'agit pas juste d'organiser des forums, de créer un ministère de la jeunesse ou de nommer un jeune conseiller, voilà, pour dire voilà, on est en train de faire la promotion de la jeunesse. Donc, il s'agit de reformer en profondeur nos institutions pour qu'elles soient accessibles, représentatives et orientées vers l'avenir. Son Excellence, le général Arandessi avait dit quelque chose tout à l'heure. Il avait posé une question aux militantes aux Ivoiriennes qui étaient avec nous tout à l'heure. Elles ont répondu, mais c'était pas vraiment. Ah, voilà, merci beaucoup. C'était pas vraiment convaincant. D'accord? Il ne faut pas que cette jeunesse soit juste utilisée pour atteindre des objectifs et qu'après, elle soit laissée à la traîne et on va lui dire, bon, écoute, toi, tu es encore petit, ça là. Donc, partout sur le continent, les jeunes prennent des choses en main, d'accord? Et surtout, par exemple, les pays anglophones. Mais quand même, il faut. Je vais vous laisser 1 minute pour chuter. Ok, d'accord. Donc, j'ai du respect pour certains jeunes de certains pays francophones, par exemple, les jeunes sénégalais qui ont joué un rôle clé dans la mobilisation démocratique des dernières années. Les Nigériens aussi, j'ai du respect pour eux. Donc, les jeunes innovateurs, que ce soit au Rwanda, au Canada, au Kenya, au Ghana, qui créent des solutions technologiques locales, adaptées à nos réalités. Ces jeunes ne sont pas en attente de pouvoir, ils sont déjà en action. Et c'est ce que je souhaite à mon pays, le Bénin, et à sa jeunesse surtout. C'est une énergie qu'il faut institutionnaliser, renforcer, intégrer dans la gouvernance. C'est vrai, on a raison d'avoir peur, parce que si on se rappelle que l'armée n'est plus vraiment républicaine, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, et qu'elle est utilisée parfois pour tirer à balles réelles sur des manifestants non armés, on a des raisons d'avoir peur, mais il faut savoir que la résignation est un crime, le pire qu'on pourrait commettre en tant que jeune. Mais soyons lucides, le chemin ne sera pas facile. Il y a le mépris générationnel où certains pensent que jeunesse rime avec l'incompétence. Le président de mon pays en 2016 l'a dit devant les caméras du monde que voilà, son pays est comme un désert de compétences. Et depuis lors, des cadres de mon pays sont devenus silencieux et ceux-là qui hier séduisaient par leurs interventions sont devenus carrément silencieux. Alors, je vais parler aussi pour chuter rapidement. Il y a le verrouillage des systèmes politiques où entrer en politique coûte cher, exige des réseaux et parfois même des compromis moraux. Aujourd'hui, on préfère faire la promotion des personnes immorales qu'on peut facilement manipuler. Donc, il y a la désillusion aussi qui pousse beaucoup de jeunes à ne plus croire en rien du tout. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais juste parler de 3 points rapidement. D'abord, il faut s'éduquer politiquement. La citoyenneté ne s'improvise pas. Comprendre nos constitutions, d'accord, africaines, même si elles sont souvent manipulées, connaître nos droits, nos institutions, c'est le premier pas vers le changement. La connaissance est une arme. Une jeunesse informée est une jeunesse qui est vraiment dangereuse pour ces systèmes corrompus que nous avons dans nos pays aujourd'hui. Alors, deuxième point, il faut s'organiser. Individuellement, nous sommes faibles, d'accord, mais ensemble, nous pouvons former des mouvements, des partis, des coalitions. La politique ne doit pas rester le monopole d'une élite. Elle doit devenir un terrain d'action des jeunes, des femmes, des artistes, des travailleurs, des étudiants. Nous devons créer. Au point 3, créer et innover. Nous devons gouverner autrement, avec
plus de transparence, de participation, d'écoute. Et pour cela, nous avons besoin de nouveaux outils, par exemple, comme le numérique, les réseaux sociaux, la mobilisation citoyenne. Ce que nous avons, c'est notre créativité. Utilisons-la. Merci beaucoup. Sachant juste pour finir que la souveraineté africaine ne se négociera pas dans les couloirs du FMI, de la Banque mondiale ou à la table des anciennes puissances coloniales. Puisque aujourd'hui, ce sont des chiffres macroéconomiques que nous brandissent nos gouvernants pour justifier un développement de façade. Elle se construira dans les écoles, dans nos rues, dans nos communautés et surtout dans l'engagement de sa jeunesse. Nous ne pouvons pas attendre que le monde change pour nous. Nous devons être ceux et celles qui changent le monde. Alors, à toute la jeunesse béninoise et la jeunesse africaine en particulier qui m'écoute aujourd'hui, ce n'est pas demain qu'il faut se lever, c'est maintenant. Pas pour demander l'autorisation, mais pour prendre notre place dans la rue, dans les débats, dans les urnes et pourquoi pas dans les palais. Merci beaucoup pour cet honneur que vous m'avez accordé. Merci énormément, Achille Free. Merci pour cette intervention. Donc, je suis quand même très heureux d'être là sur le même panel que lui. Je ne serai pas long en réalité parce que je suis là quand même. Ça fait un moment dont j'ai écouté. Je ne veux pas me permettre de répéter encore les mêmes choses. Mais j'aimerais quand même partager, revenir sur quelques chiffres quand même qui illustrent bien le portrait de la situation actuelle. On l'a rappelé plusieurs fois entre les intervenants précédents. On a 60% de la population africaine qui ont moins de 25 ans et dans le même temps, nos pays sont dirigés pour se répéter, des dirigeants dont la moyenne d'âge dépasse largement les 60 ans. On comprend aussi pourquoi les solutions qui sont souvent proposées sont en déphasage avec la volonté réelle de la jeunesse africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, juste pour prendre un exemple, est-ce qu'aujourd'hui, organiser un spectacle qui coûte des milliards ou augmenter le montant des bourses attribuées aux jeunes ou aux étudiants ou augmenter le nombre de boursiers, si on demandait aux jeunes quel sera le choix? Donc, les choix politiques qui sont faits pour les jeunes en Afrique, ces choix politiques ne répondent pas toujours à la volonté du peuple, donc à la volonté de cette même jeunesse-là. Donc, il faut retourner vraiment, il faut aller vers cette jeunesse-là pour les écouter et pour savoir quels sont les indicateurs, quelles sont les priorités de cette jeunesse africaine. Je voulais rappeler dans ce sens une belle phrase de Sankara qui disait, je l'ai dit de mémoire, un peuple qui n'écoute pas sa jeunesse, un peuple condamné à disparaître. Donc, il faut vraiment écouter la jeunesse. Et l'autre constat que j'ai fait, juste pour aller rapidement, l'autre constat, c'est que les promesses qui sont faites souvent, quand on est à la veille des élections, on a les promesses, on promet la pluie, on promet de belles choses à la jeunesse, mais dans l'action, lorsqu'on arrive au pouvoir, ce qui est mis en œuvre n'est pas vraiment en cohérence avec la promesse qui a amené cette jeunesse même à accompagner les leaders qui accèdent au pouvoir. On peut revenir ici, juste pour prendre des exemples. Si on regarde dans le rétroviseur comment, par exemple, chez nous, Patrice Talon a accédé au pouvoir, on sait que derrière lui, il y avait énormément de jeunes qui ont cru à un moment donné à toutes les promesses qu'il a faites de restaurer la démocratie, de garantir les droits humains. Et toutes ces promesses qu'il a faites on va dire que sont restées comme des promesses politiques. Et Jacques Chirac qui disait les promesses n'engagent que qui y croient. Donc en réalité, c'est que nos élites africaines ou bien nos hommes politiques africains se sont peut-être inscrits dans cette lignée-là de promettre des choses tout en sachant que dans la réalité, ces acteurs politiques ne vont jamais mettre ces choses en œuvre. Mais ce que je voulais, il ne faut pas vraiment désespérer. Il ne faut pas désespérer parce que si on regarde aussi l'histoire contemporaine de l'Afrique, la jeunesse a été toujours au cœur des grands changements.
des grands changements qu'on a connus en Afrique, la jeunesse a été au cœur de ces grands changements-là. Si on peut regarder le printemps arabe en 2011, je pense en 2011, c'est les jeunes qui étaient au front, qui ont engagé. C'est cette lutte-là qui a fait tomber des régimes militaires dans 3 ou 4 pays du Maghreb. Donc, la jeunesse est toujours là. Il ne faut pas désespérer. Parfois, on a peur, mais la jeunesse, quand le moment vient, les gens prennent toujours le devant, la jeunesse s'engage de devant. J'ai cité le printemps arabe, je peux citer aussi, il y a eu, je pense en 2011 toujours, un mouvement au Sénégal, et il y en a marre, donc conduit par des rappeurs. Donc c'est des mouvements de jeunesse qui ont conduit à des changements majeurs dans ces pays-là. On peut se rappeler aussi de 2014 et au Burkina Faso, je pense le ballet citoyen, un mouvement comme ça conduit toujours par les jeunes. Et ce mouvement a permis le départ ou la chute de Blaise Compaoré. Donc, juste pour rappeler ces éléments-là, pour dire les jeunes, on doit vraiment repenser la politique africaine pour remettre cette jeunesse-là au cœur. Et tous les gouvernements qui ont travaillé en ignorant cette jeunesse ont appris à leur dépendance et que tôt ou tard, cette jeunesse peut prendre ses responsabilités pour pouvoir remettre le pays sur les rails. Donc voilà un peu, comme je l'ai pas tout ce qu'on a déjà entendu, mais je me suis permis de rappeler quand même ces faits majeurs et que notre jeunesse, elle est toujours là, elle est toujours active. Et puis j'ai eu du plaisir à écouter aussi les 2 dames, les 2 Ivoiriennes aussi. Et leur implication, ça appelle même à beaucoup plus d'engagement de la femme, des femmes, des jeunes femmes. On en a aussi au Bénin. Donc, il faut qu'on continue de se battre ensemble pour pouvoir remettre les jeunes au cœur de l'action politique dans nos différents pays. Donc, merci beaucoup. Monsieur Djossou, je sais que l'exercice n'était pas simple pour vous, mais merci d'y vous y être prêté. Vous avez plutôt l'habitude de distribuer la parole ou de poser des questions. Ce soir, nous avons choisi de vous mettre sur le feu de la rampe pour que vous puissiez aussi partager avec nous et de participer à cet atelier de réflexion. Merci absolument pour votre intervention. Maintenant,